Bienvenue à tous. Alors, ce soir, on a une soirée un peu spéciale puisque, comme vous le savez, c'est les 20 ans de la Fabrique du Futur. Voilà, donc on a décidé de fêter les 20 ans tout au long de l'année. Comme ça, on aura des gâteaux d'anniversaire tout au long. Voilà, on aura toujours 20 ans. Voilà, donc voilà, on profite de cette soirée pour faire d'une part une présentation un peu générique de la Fabrique du Futur pour ceux qui la connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas encore membres. C'est toujours temps de le devenir d'ailleurs en allant sur le lien. Ensuite, Sylvain Brezard nous fait l'honneur d'être présent, parlera du mouvement de la perma-entreprise et surtout, voilà, nous accueille en plus dans ce magnifique lieu. Voilà, donc merci beaucoup Sylvain. Donc la soirée va se dérouler en plusieurs temps. Alors, comme je disais, un temps de présentation de la Fabrique du Futur. Ensuite, on donnera la parole donc à Sylvain. Quelques partenaires diront un mot sur ce qu'ils font, sur quel est leur engagement par rapport à la Fabrique du Futur. Donc, par exemple, Emmanuel Touan, Nathalie, éventuellement, tu diras peut-être un mot. Voilà, enfin bon, ceux qui veulent parler lèveront le main, à condition que ça ne dépasse pas quelques minutes, quoi. Voilà. Voilà. Oui. C'est un grave, mais je vais le faire. Ensuite, on enchaînera par un petit buffet, voilà. Et puis buffet, networking, petit cocktail, rafraîchissement. Et ensuite, on revient en conclave, hein, si on peut dire, pour les membres de l'AG, pour l'AG statutaire de la Fabrique du Futur. Parce que, à moins que vous décidiez de devenir membre tout de suite, et à ce moment-là, vous participez aussi à l'AG. Mais l'AG est réservé aux membres statutaires et à jour de leur cotisation. Voilà. Bon. Oui. Autrement, on pourrait nous accuser de prendre des décisions du bureau, du conseil d'administration qui ne sont pas validées. Bon, voilà. Sandrine, tu veux dire un mot peut-être? Non, je voulais juste dire que j'allais faire le timekeeper, donc de temps en temps, je me permettrai de couper Eric ou les différentes personnes qui prendront la parole. Voilà, je ferai ça, pas de décliqueur, mais c'est parce que sinon on est encore tous là jusqu'à 23h30 et je pense qu'on a d'autres choses à faire. Je ne sais pas, on tous saluer individuellement, excusez-moi, mais quand je suis arrivée un peu rush, mon obsession c'était de plonger sur Eric par rapport à ce qu'on allait vous présenter ce soir. Et c'est comme si les caractères, je salue individuellement. Voilà, on démarre. Voilà, on démarre. On commence? Non? Tu voulais pas faire un petit mot de bienvenue de Sylvain tout de suite? On l'accueille? Je sais pas, ce que tu veux. Bah, Sylvain parlera tout à l'heure. Enfin, sauf si tu veux dire un... Oui, oui. Voilà, donc je ne sais pas combien il y a de personnes à distance, mais il y a quelques personnes. C'est difficile de gérer. Il y a quelques personnes tout à l'heure, parce que je ne sais pas comment je peux les accepter ou... Oui. Alors, on a intitulé cette présentation 2006-2026, 20 ans de prospective collaborative. Et puis, après 20 ans, ben, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, donc on va parler de ça. Voilà. Alors, rapidement, rassurez-vous, je ne vais pas passer en revue les 20 années, parce que la timekeeper pourrait me... Voilà, donc juste un rappel, 2006, la création. Création qui a été précédée, il faut le dire, de 2 années un peu de gestation, comme un gros bébé qui a pris quand même 2 ans pour... Il y a eu à cette époque la parution de 2 livres, hein, qui sont un peu des livres manifestes. Le premier livre, Fabriquer le futur, sous-titre L'imaginaire au service de l'innovation,
Et puis ça, c'est un premier livre qui est paru en 2005. Et puis en 2007, un deuxième livre, Fabriquer le futur 2, toujours l'imaginaire au service de l'innovation. Alors pourquoi deux livres si rapprochés? Parce que l'éditeur nous avait demandé de refaire une édition. Alors plutôt que de le republier tel quel, on a voulu voir ce qui était nouveau dans cette période de 2 ans. Et ce qui nous a frappé, c'était surtout l'émergence de la 3D, de la réalité virtuelle, des univers immersifs. C'était l'époque de Second Life, hein, je sais pas, les plus jeunes d'entre nous se rappellent peut-être, voilà, ou les plus âgés, je sais pas. Ouais. Voilà, donc, oui. Oui. Et à l'époque, on était entré en relation avec Dassault Systèmes et on a eu la postface de Bernard Charlès dans le livre Fabriquer le futur, plus une interview au sein du livre. Voilà. En 2008, label Enol. Alors Enol, c'est le réseau européen des Living Labs. Par une sorte de synchronicité ou de coïncidence heureuse, en 2006, on a vu la création du réseau Enol. Et on s'est dit, la fabrique du futur, après tout, dans l'esprit, dans son ADN, c'est de la co-création, donc c'est un Living Lab en puissance. En 2007, on avait envoyé un dossier qui a été retoqué parce que, bon, on l'a envoyé pas par la poste, mais par mail, comme ça, sans autre forme de procès, sans vraiment l'avoir travaillé. On nous a dit un petit peu comment faire, et en nous disant il faut un axe. Et l'axe était justement la 3D, la réalité virtuelle. Et on a eu une lettre de soutien à la fois de Dassault Systèmes, de Pascal Dalloz, que j'ai recontacté il y a très peu de temps. Il se rappelle très bien, c'est lui qui était signataire de la lettre. Pascal Dalloz, c'est le nouveau PDG de Dassault Systèmes. Et également de Capgemini, notre ami André Benoît de Gégère, qui est membre de la Fabrique du Futur. Voilà, et donc grâce à ces 2 lettres de candidature, plus un dossier quand même un peu étayé, on a été labellisé Living Lab. On est un des premiers Living Lab français à avoir été labellisé. En 2017, alors je passe sur les années, il y a eu, ça n'a pas été un chemin pavé de roses, mais voilà, donc en 2016, l'association était un peu moribonde, on va dire. Bon, elle avait encore son existence juridique, mais en 2017, on a décidé de la réactiver. Et ça s'est passé, entre autres, dans un lieu, c'est Christophe qui nous avait accueillis avec son associé de l'époque, près de la République. Voilà. Et puis là, on a décidé de relancer l'association avec une nouvelle gouvernance. On a revu les statuts, on a fait une charte, il y a eu un règlement intérieur, je ne me rappelle plus. Enfin, bref, on a recalé les choses. 2018, création de la SAS. Alors, bon, ici, on est une AG de l'association. Donc, la SAS, on n'en parle pas. Cependant, il y a des liens quand même étroits entre l'association et la SAS. Donc, du coup, on mentionne quand même le fait qu'elle a été créée en 2018 par une 57 associés, je crois, ou peut-être un peu plus maintenant, puisque voilà, donc c'est une sorte de grand collectif collaboratif qui est aussi en soutien, enfin on espère qu'ils sont tous en soutien de l'association. En 2022-2023, je passe un peu les années, on a décidé, c'était une initiative, une suggestion de Sandrine, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas une fresque du futur? C'était lors de la première biennale de l'Université catholique, tu te rappelles? Voilà, donc on a lancé cette fresque, qui est un atelier d'intelligence collective, qui a mis quand même 1 an et demi à prendre forme et puis à accoucher. Bon, il y a eu beaucoup de travail collectif qui s'est fait. En 2023,
on a lancé une marque collective sur les conseils d'un avocat en propriété intellectuelle qui nous a dit « Votre marque, elle est enviée, elle est copiée, elle est usurpée. Ça veut dire qu'elle a de la valeur. Vous devriez créer une marque collective. » C'est ce qu'on a fait. On a créé une marque qui s'appelle Écosystème Fabrique du Futur. Et donc, on en parlera tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre d'adhérents à cette marque. Le principe d'une marque collective, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est, non? Souvent, dans les produits alimentaires, vous avez une petite estampille produit en Normandie ou produit en Bretagne. Voilà, c'est un petit label et qui rassemble des producteurs ou des distributeurs qui se reconnaissent dans c'est une sorte de porte-drapeau, si vous voulez. Voilà. Et donc, il y a ce qu'on appelle un règlement d'usage qui réglemente l'usage de cette marque. C'est pas mercantile, hein, c'est pas comme un franchiseur qui propose sa marque contre rémunération, contre des royalties. Là, c'est différent, c'est juste un règlement d'usage qui stipule le bon usage de la marque, le respect des valeurs. Voilà. Très important, en 2024, et ça continue maintenant, on est sur un dossier de chaire de littératie des futurs pour l'UNESCO. On a travaillé, donc il y avait Christophe qui est là, Valérie Lehmann, elle n'est pas avec nous, voilà, plus plusieurs institutions académiques comme l'ISC Paris, l'EDC. On s'est regroupés et on a décidé de présenter un dossier à la Commission française de l'UNESCO pour une validation. Alors, cette année, le dossier a été bien accueilli, mais on nous a dit repasser l'an prochain parce qu'il y a une file d'attente. Il y a une file d'attente, donc vous repasserez l'an prochain. Voilà, donc on a bon espoir qu'il passe, mais ça sera du 2026, du 2027. On peut le faire évoluer, ouais, on peut le faire évoluer. On peut développer des partenariats, surtout internationaux, parce que l'UNESCO insiste beaucoup sur des partenariats nord-sud. Voilà, donc on va le faire évoluer. Et en 2026, c'est important, on lance des alliances grâce à cette fameuse marque collective dont je vous ai parlé, des alliances ou des coalitions, enfin bon, on parle plutôt d'alliances, les alliances de fabricants du futur. Voilà, et demain, donc... Alors, on a travaillé sur la raison d'être, on a travaillé sur notre positionnement, on a pris en compte ce qu'on faisait, c'est-à-dire de la prospective, des Living Labs, de l'IA quand même, de l'innovation, de l'intelligence collective. Bon, voilà, le petit nuage symbolise... voilà, et on est arrivé à l'idée que tout ce qu'on fait, c'est finalement pour faire émerger de nouveaux business models, de nouveaux projets, et puis même, si on est encore plus ambitieux, faire émerger la société de demain. Voilà. Donc, l'émergence, c'est un peu un mot-clé. Donc, face à des défis complexes, nous choisissons de cultiver ce qui compte, l'émergence de solutions et de futurs désirables. Voilà. Si vous voulez m'interrompre, poser des questions, faire des... Enfin, sentez-vous libre hein, de... Voilà. Donc, alors là, l'IA qui m'a aidé à faire... c'est un peu trompé. Et notre mascotte qui s'appelle Fabrica, c'est Christophe qui l'avait créée. Elle s'est un peu transformée. Hein, bon, voilà, mais elle a pris un costume de robot. Voilà. Donc, voilà, je ne fais pas de longs discours, mais c'est surtout les dessins qui comptent, les schémas. On est sur l'idée, la raison d'être, hein, qu'on pourrait résumer en créer des futurs 4D. Alors, les 4D,
C'est discernable, durable, disruptif et désirable. Au début, on parlait que de futur désirable, et puis maintenant, on a rajouté 1D, 2D, 3D. On en est à 4D là maintenant. Il y en aura peut-être un cinquième. Voilà. Euh, donc, on réunit, voilà, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est un collectif qui va relier des collectivités, des citoyens, des chercheurs, de l'IA, des artistes, des Divilab, des alliances, des entreprises, enfin bon, tout ça. Et on est un peu au cœur de ce vaste mouvement qui est un peu comme une spirale hein, pour faire émerger, catalyser. Je reprends le terme de Sandrine qui me disait il faut parler de catalyse. Voilà. Mais dès le début, on parlait de ça. Hein. Si on regarde les statuts qui datent de 2006, on a tous ces mots qui sont là. Et puis, reliés pour créer des connexions, des intelligences collectives, et tout ça dans le but de, justement de faire, de créer la vie, quoi. Bon. Voilà. Notre boussole, donc ça, on en a parlé, je ne vais pas trop revenir dessus. Bon, simplement dire que discernable, il faut qu'on puisse détecter les signaux faibles et les tendances de fond, donc avoir un esprit quand même analytique qui peut bien discerner les choses, ça c'est important. Durable, bon bah ça, on est tous peu ou prou dans l'ESS, dans la RSE, dans le développement durable, donc il faut que les choses, voilà. Si on travaille sur le futur, sur le long terme, on espère que ça dure, hein, donc c'est durable. Disruptif, c'est un monde disruptif. Parfois, on parle de bifurcation, de rupture. Si on veut créer du nouveau, il faut parfois que ça soit, c'est pas forcément dans la continuité, ça peut être justement des sauts, voire même des sauts quantiques hein, qui peuvent se produire. Donc disruptif et puis désirable, bon bah ça parle de soi, c'est évidemment on travaille pour un meilleur futur, un futur plus humain, plus près de la nature, plus vivant, voilà. Ça y est, elle a encore pris son costume de robot. Voilà. Notre écosystème, un même cap des futurs désirables, donc ça j'en ai déjà un peu parlé, donc la réunion de... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a vraiment des... On est un peu on essaie d'être à la croisée de compétences, d'expertise multiples, d'approches très différentes. Et toutes ces interactions, tous ces frottements qui peuvent se produire entre des personnes qui ne se parlent pas forcément. Un chercheur avec un citoyen, bon, il n'est pas forcément toujours en contact, mais c'est ça qui va peut-être, on espère, créer justement la petite graine qui va faire émerger des choses. Alors, une spirale d'apprentissage, on essaye d'apprendre parce que l'éducation, je parlais tout à l'heure de la chaire UNESCO, hein, on est aussi dans la transmission. On expérimente, ça c'est le côté Living Lab. Un Living Lab, c'est un lieu où on va co-créer, on va apprendre ensemble, on va faire de l'intelligence collective. Donc c'est de l'expérimentation, on va apprendre, on va transmettre, et puis on va amplifier, on va aussi relier. Voilà, tous ces verbes, tous ces mots-clés. Alors, nos grands chantiers actuels, ensuite on aura des choses un peu plus précises. La doctrine, bon, c'est un mot qui va plaire à Geneviève. Comment on imagine la fabrique du futur, quelles sont nos valeurs, quels sont nos modes d'action, quel est notre positionnement.
les alliances, ça j'en ai parlé. Ça a activé la force du collectif. Les partenariats ont fait beaucoup d'adhésions croisées avec d'autres collectifs, d'autres associations, comme le comité 21, représenté ici par sa vice-présidente, hein, c'est ça? Oui. Peut-être qu'on pourrait faire une adhésion croisée avec la perma-entreprise. Hein. Voilà. Les médias, on est en train de travailler sur, et ça c'est Nicolas qui est en première ligne là-dessus, comment donner de la visibilité grâce à des événements, des choses médiatiques. Voilà, on a une plateforme qui s'appelle Symbioplay, qui sera mise à notre disposition de façon gracieuse. Nicolas l'a expérimenté. Tu veux en dire un mot? En fait, c'est Netflix associatif qui permet sur une seule plateforme d'avoir des vidéos, des sources, des multimédias de différentes entrées, des diffuseurs et d'autres. C'est en cours d'élaboration. C'est un prototype, à mon avis, beaucoup de travail à faire pour rendre ça utile, et il faut surtout avoir beaucoup d'entrées parce que s'il y a 3 vidéos, ça ne sert strictement à rien. Récolter beaucoup. Oui. Dans les alliances que j'ai pas précisées, c'est que d'une part, on forme des alliances on les réunit sous l'ombrelle d'une marque collective dont j'ai parlé, mais on a aussi des approches et des outils. Et Nathalie Piriou-Deslandes, qui est là, a créé une plateforme qui s'appelle Act for Global Impact. On avait un petit atelier ce matin, enfin un petit, qui a duré quand même 2 heures et demie. Voilà. Je te passerai la parole tout à l'heure, tu diras un mot de Act for Global Impact. Voilà. Donc l'idée, c'est pas uniquement de faire des concepts d'alliance, mais c'est de les créer réellement. Voilà. Alors les briques d'or, ça mérite un petit aparté parce que il y a une douzaine d'années, ça s'est passé à la Bourse de commerce de Paris, au fond du jardin, vous savez, jardin d'études, comment ça s'appelle, jardin des Halles, quoi. Voilà. Oui, jardin des Halles. On a fait une expérience qui était assez intéressante. C'était une sorte de mise en abîme, parce qu'on a fait appel à un commissaire-priseur très connu qui s'appelle Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui est décédé maintenant, mais enfin bon, il est quelqu'un de très, très médiatique. Et on lui avait créé un avatar, puisqu'on parlait de 3D, d'univers virtuel, et son avatar mettait aux enchères une brique d'or. Une brique d'or, mais qui était virtuelle. Donc on était dans le virtuel à plusieurs titres, à plusieurs niveaux. Et cette brique d'or a été mise à prix. Voilà. Et c'est la Chambre de commerce de Paris qui l'a acheté. Qui l'a acheté pour, je me rappelle, c'était pour 1 000 €. Voilà. Ce qui était pas mal pour quelque chose de... Voilà. Oui. Et au moment de faire la facture, ils m'ont dit, c'est difficile de mettre brique d'or virtuelle parce que, voilà, en cas de compte. Voilà. Donc, on a trouvé une astuce, on a mis projet de communication. Voilà. Bon. Et donc, l'idée, c'est de retenir ce qui fait partie un peu de notre histoire, parce que de cette brique d'or, et d'en faire un objet un peu symbolique qui va représenter les contributions de chacun. Chacun va, vous savez, il y a une expression, chacun apporte sa brique à l'édifice. Donc c'est un peu ça l'idée, d'apporter sa brique. Elle ne sera pas forcément en or, mais enfin d'apporter sa brique pour construire
une grande fabrique du futur. Voilà. Alors, Ori, c'est un nouveau projet. Je ne sais pas si Fabrice Prado est là ou pas. Ah oui, oui. On ne s'est jamais vraiment vu, donc oui. Donc je te donnerai la parole tout à l'heure. Donc il y avait un projet l'an dernier qui s'appelait la roue du cacao et qui a changé, qui a évolué et qui est devenu Oris. Donc Oris Livinab. Alors disons un mot là tout de suite. Ça. On était parti sur la route du cacao avec le concept de recycler des IMOCA, les bateaux qui font le Vendée Globe, là, parce qu'il y a toute une génération qui est déclassée, et on en a vu 3 qui étaient en train de pourrir dans les ports. Donc on s'est dit c'est dommage, on va prendre ces bateaux-là, on les transforme en laboratoire flottant, on fait un appel à projet étudiant, on prend les meilleurs, on les embarque et on les amène voir les solutions durables qui sont déjà existantes en Amérique latine. On documente sous 2 formes, audiovisuel avec Capa Production et avec la partie scientifique où là on va voir tout ce qui peut servir et qu'on peut réimplanter en France. Voilà. Et le but, maintenant, grâce à Oris, c'est d'accompagner ces étudiants pendant 2 ans post-opération sur 2 territoires, la région lyonnaise avec la partie écologique et la partie maritime sur la Méditerranée avec 7, où là on fait un atelier de rénovation de bateaux, on est centre de formation certifié Calliope, donc on va faire des formations certifiées et de l'autre côté un incubateur pour accompagner les étudiants avec les entreprises qui participent avec nous au travers de leurs projets RSE, leur engagement. Voilà. Et on fait des projets durables pour la jeunesse et pour montrer qu'il y a un futur désirable qui est possible. Non. Voilà. On pourra détailler plus tard. Voilà. Alors, dans les médias, on parlera, on dira un mot du Grand Prix du futur. Voilà. Et puis, dans tout ce qui est médias, production, Emmanuel Touan, ici présent, président d'ICI, d'une agence de design. Je suis directeur de DICI. Directeur de Je DICI. suis président de la PCI. Et président de la PCI. Donc on a une adhésion croisée avec la PCI. Et puis... Qu'est-ce que la PCI? Pardon, la PCI, c'est l'Agence pour la promotion de la création industrielle, qui est une association d'intérêt général qui est née en 1983. En même temps que l'École nationale supérieure de création industrielle, et du coup qui a 4 salariés et à peu près 500 adhérents aujourd'hui, chose comme ça, dans l'industrie, les universités, les écoles. On est censé représenter le design français, mais il faudrait que j'introduise le fossé culturel des Français sur le design pour comprendre vraiment ce que c'est la PCI et le marasme dans lequel nous sommes. Parce qu'en fait, c'est pas cool. C'est pas cool d'être présent à la PCI. Merci d'être honnête. Je vous en prie. Le design, c'est pas uniquement le produit, c'est une approche en fait. Et dans le livre Fabriquer le futur, on avait beaucoup parlé des designers qui, alors, je simplifie beaucoup, mais ils ont un gros avantage, c'est qu'ils sont à la fois cerveau gauche, parce qu'ils ont nécessité de faire en sorte que les choses s'emboîtent bien, enfin bon, donc un cerveau rigoureux, un peu, comment dire, mathématique, on va dire, un peu analytique, et puis un cerveau droit qui est plus celui d'imaginaire, de l'intuition, voilà. Donc... on a fait des écoles de conception, mais ça en France on n'aime pas. Oui. Je dirais j'ai fait une école de design, puisque souvent on me prenait pour Valérie Lendo. Oui. Si je dis que j'ai fait une école de conception, les gens font « Oh, il est prétentieux Oui. ». Alors qu'en fait, c'est ça, c'est une école de conception. Les ingénieurs ne savent pas concevoir, ils savent fabriquer. Vous connaissez l'Institut français du design d'Anne-Marie Sargail, donc on a un petit écosystème autour du design. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour revenir à Emmanuel, il a adhéré à la Fabrique du Futur. En échange, le deal, c'était qu'il nous fasse une BD. Une BD j'ai proposé ça, ouais. D'ici, c'est ma société, par contre, que j'ai montée il y a 22 ans. Donc, du coup, on est 6, l'ETP, donc c'est une petite boîte, mais elle a 22 ans. Et on fait de l'accompagnement à la conception pour les entreprises. Et donc, pour la Fabrique du Futur, je n'avais pas forcément les moyens, parce qu'en ce moment, les agences conseil, c'est pas forcément évident. On n'a pas qui dans le terrain, c'est pas évident.
Et du coup, je me suis dit, mais ça m'intéresse, parce que ça fait un moment qu'on se connaît. Mm. Parce que moi, je fais de la prospective, j'en parlerai tout à l'heure, mais je fais de la prospective appliquée. En fait, le design, c'est ça. On fait de la prospective à très court terme, on va dire ça, par rapport à vous qui pensez très loin, mais on l'applique. C'est comme ça qu'on fait financer des programmes territoriaux. Et du coup, par exemple, un des derniers sujets qu'on a fait, c'est la rénovation du démantèlement, accompagnement du démantèlement de la centrale nucléaire des Orangis, sur lequel on a travaillé, on a mis les gens d'accord, alors que le programme était bloqué depuis 82. Donc voilà, donc notre sujet, c'est accompagner la conception, et je me suis demandé ce que je pouvais faire. Et moi, comme je fais des scénarios d'usage dans mes accompagnements, c'est-à-dire que je mets des images sur ce que font les gens, parce que c'est ça qu'on ne sait pas faire. On ne va jamais regarder le terrain, les super penseurs ne vont jamais sur le terrain. Donc on finance des milliers, on met des centaines de milliers d'euros par la fenêtre tous les ans. Alors on est super bon en brevet, hein, on est dans les 10 premiers mondiaux, donc Cocorico, mais par contre en vente de produits et services finis, on est 62e. On est derrière la Malaisie. C'est pourri, et c'est notre faute. Donc évidemment, parce qu'en fait on ne va pas câbler les chercheurs, justement, c'est ce qui m'a intéressé dans l'approche de la fabrique du futur. On câble les chercheurs, les citoyens, le terrain, et moi je fais ça tous les jours pour mes clients. Et donc j'ai mis en image ce dont on a discuté et ce que tu m'as envoyé pour vous montrer comment on pourrait raconter ce que vous faites. Voilà. Que c'est important de vulgariser. On ne touche pas entre nous, là on est millions, mais et moi j'arrive pas à ramener pour être tout à fait sincère, j'arrive pas à ramener des plus jeunes, parce que j'ai 46 ans, j'ai des étudiants aujourd'hui qui en ont 25, 26. Et j'ai du mal à les ramener parce que quand ils me disent bah ouais, mais les prospectivistes de ces 20 dernières années, ils n'ont pas anticipé ce qui nous arrive. Voilà ce que je me prends, je vous dis ce que je me prends dans la tête et qu'est-ce que je peux leur répondre. Bah, c'est pas faux. Donc du coup, quand ils disent bah ouais, bah, du coup à quoi ça sert de prospectiver si c'est donc le volet design, prospective appliquée au terrain, ce que j'aime beaucoup avec ce que vous avez raconté sur le projet Horus, parce que c'est exactement ça. Vous êtes parti d'un truc et puis vous êtes arrivé. Le chemin est long, vous êtes arrivé sur les valeurs qui vous drive et ça nous a permis de faire un projet hyper intéressant à mettre en image qui serait super bon. Nous, on a fait ça au départ avec une bande dessinée pour expliquer aux grandes entreprises le fonctionnement. Voilà. Et s'ils ne comprennent pas, ils donnent à leur enfant. Voilà, exactement, tout à fait. Et donc en fait, le format BD vulgarisation, ce qu'on n'aime pas en France, parce que quand on est expert, il ne faut surtout pas vulgariser, parce que c'est un gros mot. Alors en fait, c'est ce qui nous permettrait de... C'est ça que je disais avec mon collègue et voisin. On parlait de il était une fois le futur. Parce que ça, c'est finalement ce qu'on essaye de faire, quoi. C'est de raconter comment on anticipe le futur. Mais ça veut dire qu'il faut aussi faire son mea culpa, je pense, en se disant, bah ouais, il y a des trucs. Comment c'est engagé sur des voies, et on l'a compris, hein, du numérique, du digital, etc. On a oublié un pan qui était important, le social, le climatique et la géopolitique, quoi. Qui est quand même un peu costaud en ce moment. Et le vivant. Oui. Mais le vivant, il est socle. Oui, on oublie. Ah bah non, on va pas l'oublier longtemps. Non, bien sûr. L'année prochaine, on Alors, je précise qu'on a un atelier, alors c'est pas forcément identique, mais enfin, dans l'esprit, on a un atelier sur la science-fiction. Donc, c'est aussi la projection. Oui, oui. C'est à comprendre de quoi il s'agit. Je suis prête à vous en faire un numéro spécial. Voilà. Parce que la perspective, c'est 3-5 ans. La futurologie, c'est 30 ans, 90 ans, 120 ans, et puis après, besoin de millénaire. Donc, les étudiants, ils sont fâchés parce qu'on n'a pas fait de futurologie. On a fait de la perspective, savoir si les petits pois, maintenant, il faut les peindre en bleu parce qu'ils vendront mieux. Ça, c'est de la perspective. Ah oui, d'accord. C'est quand J'ai appris, par exemple, que les Mexiques, aux États-Unis, ils peignent les fairways des golfs en vert parce qu'avec le dérèglement climatique, ils deviennent fauves, c'est moche, et donc on les peint en vert. Ouais, ça va durer longtemps, ça aussi. C'est comme la piscine de Trump. Ça va... Bon, on va avancer parce qu'il y a notre timekeeper qui... Voilà, donc la chaire, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on est en train de travailler. Parce que c'est quand même un truc qu'on a fait.
Mais en 30 secondes, si tu es capable. Il y avait un groupe de travail qui s'est constitué, qui s'est appelé ENVI. Alors, ENVI, c'est un acronyme. L'idée qui est derrière, c'est de dire qu'il va y avoir des élections présidentielles et on va demander aux candidats de nous dire voici les mises en règle, pourquoi, comment, etc. Et pour qu'eux fassent le boulot, il faut qu'ils se fassent une doctrine. On a défini ce que c'était une doctrine et on a essayé d'éclairer les différents aspects qui constituent une doctrine. Et ensuite, moi j'ai repris tous les verbatim de ce qu'on s'est dit et j'en ai fait des petites vidéos et ça s'appelle l'atelier des doctrines. Et j'ai jamais diffusé de lien, mais peut-être qu'on pourrait diffuser maintenant. On pourra le diffuser, justement, quand on aura la plateforme. Bon, on va avancer. Ben voilà, Nicolas, si vous voulez du contenu. Bon, ça, j'en ai quand même déjà pas mal parlé. Prospective, alliance, innovation, expérimentation, littératie des futurs, influence. Bon, ça, c'est un terme un peu nouveau, là, dans la présentation. Comment essayer de porter une voix engagée pour inspirer, transformer les politiques et les pratiques. Hein, tu parlais de politique. Donc, il faut effectivement, si on veut jouer un rôle, un levier, hein, pour faire changer les choses, il faut avoir une stratégie d'influence. Voilà, comment participer. Il y a plusieurs façons de participer. La plus simple, c'est tout simplement de devenir membre de l'association. Devenir membre, bon, c'est pas que payer une cotisation, hein, c'est s'engager, c'est avoir un rôle au sein de l'association. S'affilier à la marque collective, hein, pour les écosystèmes qui voudraient bénéficier d'une certaine notoriété, d'une certaine visibilité qu'on peut leur apporter. Donc, s'affilier à la marque collective. Aujourd'hui, on a déjà 6 adhérents. Nathalie en est une, Ruiz est également adhérent à la marque collective, Henri est adhérent à la marque collective, et puis j'en oublie, enfin j'en oublie, ils ne sont pas forcément tous là, mais voilà, si d'autres veulent en faire partie, pourquoi pas. C'est très simple, hein, il n'y a pas de transaction financière, hein, c'est juste le règlement d'usage à signer. Et puis ensuite, on va travailler sur le label des fabricants du futur pour distinguer ceux qui sont les plus engagés, les plus motivés. Voilà, c'est un label qui sera important parce que, bon, d'une part, c'est une marque comment dire, de distinction, mais ensuite, il y aura peut-être un business model autour des labels. Voilà, c'est fini.